La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. À InfoMag ce soir, iniquité au conseil municipal de Gatineau. La SPCA nous donne quelques conseils et la CNE-SST donne son rapport d'enquête sur un accident de parachute. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre magazine InfoMag du mardi 22 mars 2016. Le conseiller municipal du district Masson-Angers à Gatineau, Marc Carrière, estime que les élus indépendants sont encore et toujours victimes des avantages évidents dont jouissent les membres d'Action Gatineau. M. Carrière nous donnait l'exemple de mardi dernier, la journée où se tenait le conseil municipal. La ville de Gatineau a émis un communiqué de presse annonçant sa participation financière de 815 790 $ pour la construction de 37 logements abordables et communautaires dans le projet Domaine des Hauts-Bois à Masson-Angers. Le communiqué contenait 2 citations, soit celle du maire Maxime Penneau-Jobin et celle de la conseillère municipale Myriam Nadeau. Cependant, il n'y avait aucune mention du nom de Marc Carrière qui a pourtant travaillé le dossier dès le premier jour, soit en août 2015, alors que Mme Nadeau et son équipe auraient débuté leur démarche avec l'organisme seulement en décembre 2015. Voici une entrevue réalisée avec Marc Carrière. Bonjour, M. Carrière. Bonjour. Conseiller du district de Masson-Angers, ville de Gatineau. Bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir. Alors, mardi soir dernier, c'était le conseil municipal. Et il y avait une bonne nouvelle pour les gens du secteur Masson-Angers. Gatineau va contribuer financièrement à l'ordre de 815 790 $ pour le projet Montois. Très bonne nouvelle. Okay. On a reçu un communiqué de presse, justement, de la ville qui annonçait ça. Sauf que j'ai remarqué, et vous aussi manifestement, que votre nom n'y était pas. Donc, il y avait seulement le nom du maire, Maxime Penneau-Jobin, et également une des conseillères municipales, Myriam Nadeau. Alors, j'aimerais ça que vous me racontiez un peu l'histoire. Mais écoutez, ce communiqué-là est sorti dans l'après-midi, au moment où est-ce qu'on était à débattre sur certains sujets au conseil, en préparation du conseil le soir. Et en effet, la présidente de la commission permanente de l'habitation et membre d'Action Gatineau, comme vous l'avez dit, Myriam Nadeau, et le maire se sont exprimés par voie de communiqué officiel de la ville sur un projet qui devrait voir le jour chez nous, dans mon district. À ce moment-là, moi, je me préparais bien sûr au conseil du soir, avec lequel j'avais aussi un communiqué de prêt. J'ai dû joindre le service des coms le lendemain pour justement rectifier ce que je voyais. Je veux dire, c'est un communiqué qui vient d'un service municipal, le service des coms. Donc, vous comprenez que j'avais aucune citation dans le communiqué. Parce que vous avez travaillé fort absolument, sur ce projet-là. Puis j'y arrivais, là. C'est un projet, puis les gens du comité de Mme Nadeau sont arrivés dans le projet au mois de décembre. Moi, j'étais sur le dossier depuis le mois d'août avec l'organisme comme tel. Donc, pour moi, j'ai eu beaucoup de travail que j'ai fait avec ces gens-là. J'ai été collaborateur, comme je le fais souvent avec les gens chez nous. Donc, pour moi, puis en même temps, il faut juste se rappeler que ce projet-là va se concrétiser en raison que les services municipaux, entre autres dans le cas qui nous concerne, c'est le poste de pompage à Angers, où est-ce que j'ai déployé énormément d'efforts, énormément d'énergie pour m'assurer qu'on ait les sommes nécessaires pour réparer ou faire la réflexion nécessaire pour que le poste de pompage d'Angers permette le développement dans mon secteur. J'en faisais même une priorité dans ma plateforme électorale en 2013, m'assurer que les infrastructures supportent le développement dans mon secteur. Oui, greffé à ça, le projet de logement social
est important, mais en même temps, ce projet-là, de toute façon, était pour le lever justement en raison que le moratoire sera levé là, dans les mois qui suivent, justement pour permettre du développement chez nous. Monsieur Carrière, quand vous avez vu le communiqué, que votre nom et votre photo n'étaient pas là, c'était quoi votre réaction? Écoutez, à mon sens, c'est pas normal qu'on utilise les services municipaux tels que les services DECOM pour faire de la politique partisane. Je veux dire, ça aurait été quoi de me téléphoner, de me contacter, m'assurer qu'un communiqué officiel d'un service, je veux dire, c'est un service qui est offert à la population, il faut s'assurer que nos informations sont justes, sont exactes. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est un groupe d'individus qui se sont servis d'un service municipal. Maintenant, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est par opportunisme? On peut se poser plein de questions. Moi, j'en doute. Il y a d'autres choses aussi qui est arrivé auparavant. Puis là, je vous parle de ce cas concret-là, ce fait concret-là. Mais en même temps, oui, il y a d'autres choses aussi qui se passent. J'ai échangé aussi avec mes collègues sur le sujet. En effet, il y a des choses comme ça qui arrivent. Moi, à mon sens, on ne peut pas se permettre, comme la constitution actuelle de la table, je veux dire, on a un maire qui fait partie d'un parti politique avec quelques élus qui sont en minorité. En même temps, il faut se souvenir que le maire a un certain pouvoir, le maire a de l'information privilégiée. Donc, est-ce que l'information arrive en même temps de façon juste, de façon équitable à l'ensemble de la table? Avec le communiqué que j'ai vu, je dois vous dire qu'en effet, il y a plusieurs questions qui peuvent être posées. On a justement récemment, au budget, on a adopté une somme, on a autorisé une somme pour l'ENAP, justement pour une chaire de recherche. J'ai collaboré aussi. Chacun des élus a été rencontré de façon individuelle par M. Caron, la personne qui porte le dossier à l'ENAP. La structure actuelle à la Ville, on ne peut pas, elle n'est pas faite pour avoir la présence d'un ou des partis politiques. Et vous disiez que Gatineau n'est pas fait pour la présence d'un ou des partis politiques. C'est ce que vous aviez indiqué à M. Caron de l'ENAP en janvier. Exactement. Comme je vous dis, on s'est rencontrés, chacun des élus a rencontré M. Caron de façon individuelle. Je lui ai partagé, en fait, ce fait-là, que la structure actuelle ne peut, dans le fond, la structure actuelle de la Ville de Gatineau, dans le traitement de l'information, n'est pas faite pour avoir la présence de partis politiques. En même temps, il faut juste se rappeler là, que, à la suite du mandat qu'on a donné, à la suite de l'adoption du budget, un premier rapport de l'ENAP qui sera d'ailleurs présenté semaine prochaine, cette semaine, la semaine prochaine, à mes collègues M. Champagne et Mme Boudria, qui par la suite nous sera présenté aussi au Conseil. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là. J'ai toujours été collaborateur. J'avais prévenu la population lors du budget de rester vigilant. J'ai sorti également sur la place publique en janvier disant comme quoi que le maire nuisait au développement de la ville. Je pense qu'aujourd'hui, on en a encore un bel exemple. Oui, c'est ça. C'est justement, vous disiez, je le vois sur le communiqué, que ça nuisait à la progression du conseil. Le maire nuisait à la progression du conseil avec son parti. Je le pense toujours plus que jamais. Je voudrais juste vous avoir plus de précision. On en a un bel exemple. Moi, je pense c'est un travail de collaboration qu'on doit faire ensemble. Les élus, on a un programme du conseil aussi qu'on doit respecter. On n'est pas là pour faire la promotion d'un programme d'un parti quelconque. On est là pour défendre les intérêts de la population. On a adopté un programme du conseil. C'est cet outil-là auquel on doit se référer. Dernière question. Vous disiez que c'est peut-être une erreur et non de l'opportunisme. Je le souhaite que ce soit une erreur. À combien de pourcents vous pensez que c'est une erreur? Écoutez, je ne mettrai pas de chiffre là-dessus. Avec le nombre d'événements ou d'incidents qui arrivent de ce genre-là, écoutez, pour être capable d'arriver à faire fi à un développement dans mon secteur aussi important, où est-ce que les services municipaux accordent la présence dans un communiqué de presse, les citations de 2 individus membres d'Action Gatineau, pendant que ça se passe chez nous, pendant que du travail qui s'est fait concrètement sur le terrain. Écoutez, à partir de là, les doutes, j'ai pas de chiffre. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci, ça me fait plaisir.
Vous vous souvenez sûrement de ce grave accident de parachute qui a eu lieu l'été dernier. C'était le 8 juillet 2015 à l'aéroport de Gatineau. Il y avait à ce moment-là une instructrice et un amateur qui se sont écrasés au sol et ont subi de graves blessures. La CNESST, qui est la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, eh bien, ils ont fait une enquête. Ils ont dévoilé les résultats lundi. Les deux parachutes n'ont pas ouvert, ce qui est assez inhabituel. La compagnie Go Skydive, où travaillait justement une des parachutistes, n'a pas reçu de contravention. Tout était en norme. La CNESST était surprise, donc il n'y avait pas de formation dans le cas où le parachute de réserve n'ouvre pas. On peut écouter Jean-Charles Marangère de la CNESST. Ce qui est le plus probable, c'est qu'il y a eu des suspentes ou des élévateurs, les élévateurs étant les cordes là, du parachute et les suspentes étant tout près du sac harnais qui aurait été torsadé. C'est d'ailleurs une des défaillances les plus communes à l'ouverture d'un parachute, c'est que c'est tourné. On peut penser un peu à un enfant sur une balançoire qui tourne, puis les chaînes sont torsadées. À ce niveau-là, il faut comprendre que ce type de défaillance-là pourrait, de façon générale, être lié au pliage du parachute. Ça pourrait être lié à la position aussi du tandem dans l'air s'ils sont mal positionnés lors de l'ouverture d'un parachute. Ou ça peut être un simple hasard, parce qu'il s'agit quand même d'une toile et de cordes qui sortent d'un sac à grande vitesse dans l'air. Alors, ça peut toujours se tordre. Et des fois, ce n'est pas possible pour l'instructeur de défaire cette torsade. Alors, on doit passer au parachute de réserve. Vendredi dernier, il y avait un rassemblement pour le développement social en Outaouais. C'était à l'Université du Québec en Outaouais, dans le secteur Hall. Il y a 100 organisations qui ont été invitées, que ce soit du milieu politique, économique, social et environnemental. C'était une première fois en Outaouais pour améliorer la qualité de vie des citoyens de tous les territoires d'ici. On peut écouter Claude-Mire Bisaillon qui nous donne plus de détails. Alors aujourd'hui, on est au Rassemblement pour le développement social en Outaouais. Donc, c'est un événement qui regroupe les partenaires de l'Outaouais de développement social, qu'ils soient institutionnels, politiques, communautaires, qui viennent d'une concertation locale, régionale. Donc, l'idée, c'était de réunir ces gens-là et de dire, c'est quoi l'avenir du développement social en Outaouais? Est-ce qu'il y a des difficultés, des défis, des enjeux qui sont communs à tous les territoires? Et si oui, y a-t-il moyen de se doter de quelque chose pour s'entraider, partager des pratiques et des choses comme ça. Donc, c'est ça que les gens sont venus faire ici. 127 organisations différentes représentées de l'Outaouais. Le conseiller municipal Martin Lajeunesse du district de Buckingham était aussi présent à ce rassemblement. Il nous explique pourquoi il a tenu à participer. Je suis présent aujourd'hui en tant que conseiller municipal pour le secteur Buckingham. Je siège à Gatineau-Ville en santé. Pour moi, c'est important d'être ici avec les gens du milieu pour écouter les doléances de qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les choses, pour avoir du développement social à Grande-Ville et dans notre secteur. Il faut être à l'écoute. Moi, j'ai hâte d'avoir le résultat là, de nos orientations qu'on doit aller. Là. Je partage mon expertise, mais moi, oui. Mon expertise est point de vue commercial, par exemple, mais je pense qu'il y a un équilibre à avoir, là. Autant dans le développement social des entreprises communautaires. Je pense que c'est important pour le développement, sortir les gens de la solitude, l'accessibilité, la vulnérabilité là, des citoyens. C'est important. Le service de police de la ville de Gatineau demande votre aide afin de localiser M. Gilberto Cardinal Fernandez, 23 ans. Les proches de M. Cardinal Fernandez sont sans nouvelles de lui depuis le 16 mars 2016. Il aurait quitté son domicile vers 4 heures afin de prendre l'air. Lorsqu'il a quitté son domicile, M. Cardinal Fernandez portait un manteau en denain et des vêtements de couleur foncée, style gothique. Si vous avez de l'information concernant cette disparition, composez le 819-246-0222, le 819-246-0222.
Il y a des organismes communautaires de la région qui travaillent ensemble contre la lutte à l'itinérance. Il y avait d'ailleurs là-dessus une conférence de presse au Gétami de la rue Morin dans le secteur Rolle ce matin. Le but, c'est d'aider les itinérants à sortir de la rue, mais ils se heurtent à l'inflexibilité de Service Canada. Service Canada a réorienté en août 2015 une portion importante de l'aide aux organismes communautaires pour développer un volet stabilité résidentielle avec accompagnement. On va écouter Stéphanie Rajotte qui nous résume la conférence de presse. Parfait. Donc, on vous a convoqué aujourd'hui parce qu'au 31 mars, on a un risque de perdre 36 000 $ qui a déjà été octroyé pour la lutte à l'itinérance. On est un regroupement de 11 organismes communautaires qui œuvront à la lutte à l'itinérance. Et ce 36 000 $-là, si on le perd, c'est jusqu'à 9 itinérants qui pourraient ne pas sortir de la rue, ce qui serait épouvantable. Ces fonds-là, juste pour être clair, c'est de l'argent qui a déjà été octroyé à la lutte à l'itinérance. On ne demande pas d'argent supplémentaire aux contribuables. On veut vraiment préserver les 36 000 $ qui ont été attribués à la lutte à l'itinérance. Et donc, en Outaouais, à Gatineau, c'est sûr qu'il y a un enjeu par rapport à l'itinérance et c'est important pour nous de préserver toutes les sommes qui ont été attribuées parce que ce qu'on veut, c'est avoir un impact le plus grand possible sur la communauté pour pouvoir avoir une communauté la plus saine possible. Et sortir des gens à l'itinérance en fait partie. On a aussi profité de l'occasion pour demander à Yves Séguin s'il y avait un lien à faire entre la fermeture récente du camping pour les itinérants et la conférence de presse. Voici ce qu'il avait à nous dire. Bien, tu me poses la question s'il y a un lien à faire entre le camping et notre conférence de presse aujourd'hui. Bien entendu, il y en a une. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient dans le camping qui font partie des 21 personnes qui ont été placées dans cette première phase-là de cette SPLI. La SPLI, c'est la stratégie partenariat de lutte à l'itinérance. Elle a changé de mode de fonctionnement, est allée vers ce qu'on appelle du housing first, de la stabilité résidentielle avec accompagnement. Mais ça a permis à des gens de quitter le camping et d'accéder à un logement avec une subvention au logement. Puis ça, pour nous, c'est très important que ça puisse être continué. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel au gros bon sens, dire, écoutez, on pourrait en placer plus et peut-être moins de personnes seraient obligées d'aller dans le camping cet été. Vous savez, quand on adopte un animal, que ce soit un chien ou un chat, bien, c'est pour la vie parce qu'évidemment, prendre soin des animaux, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et là, il y a Pâques qui s'en vient. Et avec Pâques, il y a plusieurs enfants qui aimeraient avoir un poussin ou un lapin. Et le problème, c'est que souvent, au début, c'est bien intéressant pour les enfants, mais ils peuvent se tanner vite. Et comme je vous le mentionnais, il y a beaucoup d'entretien à faire. Alors, il y a des alternatives. Il y a une porte ouverte, par exemple, dans des fermes de la région. Il y a le musée de l'agriculture pour aller voir les animaux. Je vous invite à écouter France Dubois, qui est directrice générale de la SPCA. Elle a plus d'informations pour nous. Alors, durant la période de Pâques, évidemment, plusieurs petits conseils importants que nous aimons offrir à la population. Tout d'abord, évidemment, chaque année à cette période-ci, plusieurs achats de poussins et de lapins se font de façon impulsive. Malheureusement, bien souvent, les gens ne réfléchissent pas à tout ce que va engendrer l'acquisition d'un petit animal comme ça. Ce sont des animaux bien souvent de ferme qui ont des soins spécifiques et qui ont une durée de vie quand même assez longue. Alors, bien souvent, ils sont offerts à des enfants qui s'en lassent rapidement et par la suite, on s'aperçoit plusieurs problématiques et qui finalement mènent à l'abandon de ces petits animaux-là. Et finalement, évidemment, le chocolat, le fameux chocolat qui est toxique pour les chiens. C'est important de sensibiliser nos enfants à ce niveau-là afin de nous assurer qu'ils ne partagent pas avec leur animal de compagnie leur petite gâterie qu'ils ont reçue en cette période. L'équivalent d'une petite tablette de chocolat pourrait s'avérer mortel pour un petit chien, alors la prudence est de mise. Maintenant, c'est la chronique sport avec François Croteau. Bonsoir, François. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Ah oui, excellent, merci. Tu veux nous parler du jeune Félix Bertrand en ski acrobatique? Effectivement, de plus en plus, il est en train de se faire un nom, lui, dans cette discipline-là. En fin de semaine dernière, c'était le championnat canadien junior qui se déroulait du côté de Beaver Valley, en Ontario. Et Félix a remporté 2 médailles d'or.
une en simple et un en duel, là, où les skieurs sont côte à côte. Alors, depuis sa première participation à 12 ans, lui, il avait obtenu la médaille de bronze et cette année, bien naturellement, il visait là, la médaille d'or. Mais chapeau, il a quand même réussi dans les deux disciplines et ça, c'est pas peu faire. Écoutez, sa maîtrise du back flip cross et du cork 720 lui ont permis de ramasser ça. Alors pour les puristes, là, un cork, là, c'est une vrille, mais vous êtes un petit peu décalé. Là. Alors c'est quand même là, je pourrais dire, là, des figures assez difficiles à réaliser. Et dans les prochains jours, ou en tout cas ce qu'il vise là, pour l'an prochain, c'est de recevoir une invitation à participer pour le camp de sélection de l'équipe du Québec. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances et c'est un nom à retenir du côté du ski acrobatique. Puis c'est un jeune homme originaire de la Petite Nation. Et du côté du hockey, il y a les Vikings et les Panthères d'Embrun. Oui, on sait que ce sont les séries-finales là, du côté de la Ligue junior C de la capitale. Et écoutez, ça va pas très, très bien là, du côté des Vikings. Ils ont été défaits par un pointage de 4-1 en levée de rideau vendredi soir dernier à Embrun. Et ça s'est poursuivi avec une défaite à domicile. Match serré, cependant, 4-3 en prolongation. Alors là, tirant de l'arrière 0-2 dans la série, ils sont acculés au pied du mur, si on peut le dire, parce que le troisième match va avoir lieu à Embrun vendredi soir. Alors, ils doivent absolument remporter ce match-là pour revenir dans la série. Sinon, avec un déficit de 0-3, là, les chances sont minimes, mais on ne sait jamais. On sait que ce sont les champions défendants. Et c'est toujours difficile de gagner la quatrième partie. On leur souhaite la meilleure des chances. Toujours au hockey, les Olympiques de Gatineau contre Québec, les éliminatoires. Effectivement, ça va être le début des séries éliminatoires à la fin de la semaine. Là, les premiers matchs sont prévus à Gatineau du côté, c'est-à-dire vendredi et samedi prochain. Ils affrontent les Remparts. Les Remparts ont terminé au 12e rang au classement général. Gatineau, lui, est 5e. Écoutez, les Remparts ont subi 9 défaites consécutives pour clôturer la saison. Alors, c'est sûr que les Olympiques sont largement favoris pour l'emporter, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Sauf qu'il faut regarder là, du côté de la défensive. Cette saison, du côté des Olympiques, c'est réellement une défensive de premier plan. Et on sait qu'il y a eu la controverse des gardiens de but. Les Olympiques en possèdent 2 excellents. Alors, je rappelle les 2 premiers matchs, 25 et 26 mars, donc vendredi et samedi prochain, du côté de l'Aréna Gartin. La série se déplace le 29 et le 30 mars à Québec. Alors, je pense, si on regarde là, les foules qu'il y a eu pour les derniers matchs, et on sait que le Canadien est presque éliminé, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde là, qui vont aller voir jouer du hockey junior, et c'est de l'excellent hockey en passant. Vanessa Lepage-Joannis fait de la boxe. Oui, et elle a finalement pu disputer son premier combat chez les professionnels. On sait que par 2 fois, le combat avait été annulé, remis, etc. Elle se déplaçait du côté de Moncton pour rencontrer Annie Mazerol, et elle a gagné par décision partagée des juges. Ça, c'est pas évident là, quand vous vous déplacez pour la première fois puis vous n'êtes pas chez vous. Ça veut dire la foule non seulement elle n'était pas hostile, mais disons qu'il y avait un parti pris certain, sauf qu'il semblerait que ça aurait été le combat le plus regardé ou le plus apprécié de la carte de boxe. Alors, comme je l'ai dit, elle a remporté son premier combat. Prochain match en vue en mai prochain du côté de Montréal, mais il n'y a pas d'annonce encore. On pourra y revenir un peu plus tard. En escrime, maintenant, il y a un chanceux qui s'en va à Rio. Oui, effectivement, c'est Maxime Brink-Croteau. Et lui, il réalise un rêve là, depuis qu'il a 11 ans. C'est un athlète âgé de 30 ans, donc ça lui a pris presque 20 ans de se rendre là. Donc, une belle persévérance. C'est grâce à sa performance là, en Hongrie en fin de semaine dernière, où il a terminé là, au 43e rang. Et ça lui assurait une place sur l'équipe canadienne. Donc, il a son billet pour Rio. C'est un produit du masque de fer. On sait que le club ici à Gatineau a sorti de très bons escrimeurs au fil des ans, dont Philippe Aldecker. Alors, et même pour atteindre ça, il a dû
faire des choix qui n'étaient pas faciles, c'est-à-dire de laisser un peu de côté là, la famille, la carrière. Il s'est même exilé du côté de la Chine pour justement perfectionner là, son art. Alors, peut-être un nom à surveiller là, du côté de Rio là, cet été au mois d'août. Tu devrais demander à notre patron de nous débloquer un budget pour qu'on puisse le suivre là-bas. Oui, ça serait bien. Hein, oui. Plongeons maintenant le retour de la Coupe à Gatineau. Oui, c'est la Coupe Canada. Ça va avoir lieu du 7 au 10 avril prochain du côté du centre sportif. Et c'est une très grosse compétition internationale. Il y a 17 pays qui y participent. Donc, vous allez voir là, les plus grands plongeurs. Écoutez, puis l'admission, là, c'est 15 $ par jour pour les adultes. Et pour les enfants de 12 ans et moins, c'est 5 $. Et on va voir là, du côté des femmes, là, le Fab Four va être là, c'est-à-dire Morgane Benfeito, Pamela Ware, j'oublie le nom des deux autres, mais les représentants de l'équipe canadienne vont être là, les meilleurs plongeurs du monde vont se trouver à être là. Et si ça vous intéresse, écoutez, du côté là, du club de natation de Gatineau, qui sont un peu l'organisme autre, bien, on recherche des bénévoles. Donc, si vous avez du temps à donner, un petit coup de téléphone. Le Rouge et Noir d'Ottawa s'intéresse à des espoirs locaux qu'on a. Oui, effectivement. Puis on sait là, que c'est-à-dire que le repêchage va avoir lieu au mois de mai prochain. Et ce sont deux jeunes, Michael Chartrand et Marc-Antoine Lorrain, qui sont allés passer là, ce qu'on appelle le Combine, là, de la Ligue canadienne de football, où les athlètes sont évalués. Ils ont des chances là, d'être repêchés. On sait que Michael a été demi-défensif avec les Stingers de Concordia. Et Marc-Antoine, lui, est à secondaire avec les GGs. Mon cher François Croteau, merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain. Effectivement, oui. OK, à jeudi. Cause du congé. Je vais noter ça tout de suite. Voilà. Merci beaucoup, François. Merci. Alors, c'est déjà tout pour notre émission. Commentaires, suggestions, vous avez des nouvelles pour nous. Nouvelles avec un S à commercial tvc.qc.ca. On vous souhaite une excellente soirée. Soyez de retour avec nous. On est avec vous ce jeudi. Au revoir. Ça, c'était terrible. C'était tout en feu. C'était épouvantable. C'était un gros feu. Le feu était en plein milieu du village. Le 20 avril 1965, Buckingham connut le pire feu de son histoire. Le brasier dura une journée entière et détruira pas moins de 6 commerces. Entre M. Landry et M. Tremblay, il avait construit un théâtre. M. Matt avait construit un théâtre. C'était là que le feu a pris. C'était comme une fusée de nettoyant qui avait été placée pas loin d'une fournaise. Quand on s'est levé le matin, tout le monde dans la rue, puis là, hey, le feu, puis on le voyait de chez nous. Parmi les 6 commerces détruits, on y trouvait la pharmacie Renault. Son propriétaire, M. Pierre Renault, ainsi que les pompiers sur place, avaient espoir que le feu serait contenu et que les dommages seraient moindres. Et je suis sorti et là, j'ai rencontré Monsieur Matt, c'est Pierre, ne crains rien, il y a 2 murs de briques entre chez toi et le feu. Et je suis certain que les pompiers vont être capables de contrôler. Mais là, vu que le vent poussait vers le sud, le feu s'est propagé et s'est rendu jusqu'à Continental. L'événement attira les foules, mais aussi il incita certains citoyens à prêter main forte aux pompiers à leur façon. Ah, il y avait une foule, le monde se ressemblait à tout. Fallait aller voir ça. Hein? C'était tout un événement dans Buckingham. On n'avait pas besoin d'être habillé chaudement pour rester là, puis on va regarder le feu.
Fait que moi, j'ai dit, moi, m'a aidé à aller chercher du café. On allait chez Tremblay, là, le Cozy Tea Room. Fait que on allait chercher du café là, puis ils nous donnaient des caisses de café, des boîtes de café, puis on allait les porter.